Bonsoir. C'est avec plaisir que je réponds à l'initiative de Mathieu à la question qu'il a posée ce soir. Le peuple a-t-il toujours raison? Alors pour moi, je pense que la réponse est avant tout dans l'énoncé de la question, comme bien souvent. Quand on dit que le peuple a toujours raison, il suffit simplement de trouver peut-être un exemple pour montrer que non, le peuple n'a pas toujours raison. Alors le plus évident peut-être, c'est la dictature nazie, donc en mars 1933, quand 99% des Allemands participent à l'élection législative, 44% d'entre eux ont donné à Hitler l'assise parlementaire qui lui a permis d'installer la dictature qui a suivi. Alors, si le peuple peut se tromper, est-ce qu'il y a un meilleur système? Ben là, donc, là également, il n'y en a pas vraiment, hein. Quand on voit toutes les dictatures, qu'elles soient d'origine monarchiste, religieuse en général, nazie, communiste, ça a toujours donné naissance à de multiples terreurs, guerres et horreurs. Donc, c'est pas véritablement là que la solution va se trouver. Donc, le dictateur éclairé, c'est plus une idée qu'une véritable réalité. Et comme le disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais à l'exclusion de tous les autres. Alors, si le peuple peut se tromper, si la démocratie est la moins terrible des systèmes, comment s'assurer du bien commun? Alors, dans le même discours, c'est intéressant parce que Churchill prenait également une relation constante entre les dirigeants et le peuple. Il souhaitait le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas le Parlement qui doit régner, c'est le peuple qui doit régner à travers le Parlement. Donc c'est assez clair, et c'est une vision plutôt rousseauiste ou classique, et qui semble indiquer qu'à l'heure actuelle, finalement, on n'a pas encore trouvé mieux. Alors, cette conception s'est basée quand même sur l'idée du peuple qui, au travers de l'éducation notamment, trouve l'accès à la raison et s'affranchit peu à peu de toutes ses passions. Alors, on voit bien quand même dans le contexte actuel qu'on est encore bien loin de cet idéal et la démocratie directe ou permanente, peut-être que ça marchera quand le peuple ou l'humanité aura trouvé le choix de la raison et se sera franchi toutes ses passions, mais en attendant, c'est sûrement pas le cas. Alors, pour moi, la réponse, ou du moins dans le contexte actuel, la réponse se trouve peut-être plutôt, paradoxalement, dans les hommes politiques, dans leurs relations qu'ils entretiennent avec le peuple, et dans le type de consultations qui sont soumises à ce peuple par ces hommes politiques-là. Alors, d'une part, s'il y a bien quelqu'un qui doit donner là en termes de raison, de respect, d'engagement pour le bien commun, alors j'insiste véritablement pour moi, c'est toute une question de bien commun, c'est d'abord l'homme politique, c'est l'élu qui doit montrer tout ça. Là aussi, la société ou les crispations actuelles de la société font que les bons exemples se font de plus en plus rares, pour être tout à fait honnête. Et, euh, et cet homme politique se doit d'incarner la volonté de ses électeurs et, pour paraphraser un homme d'État célèbre, une certaine idée de cette volonté. Alors, on n'est pas dans le monitoring quotidien des sondages, etc. On a été élu une fois et sur la base de ce mandat, on agit, mais on ne contacte pas forcément, on ne tâte pas le pouls du peuple tous les jours pour savoir effectivement si la direction est bonne, etc. Je pense que c'est dans cette hyper-démocratie que peut-être que l'un des problèmes, c'est là où se trouve l'un des problèmes. Et dans la même idée, si on demande sa légitimité au peuple, ça, au travers d'un référendum par exemple, il faut savoir poser la bonne question. Donc poser la bonne question, mais aussi également de bien la poser au bon moment également. Euh, un exemple récent, alors je ne vais pas vous mentionner celui du Brexit, je vous parle depuis Londres, mais c'est pas forcément celui que je trouve le plus parlant, mais c'est davantage celui sur le référendum de paix en Colombie. Alors là, c'est d'autant plus symptomatique, 50 ans de guérilla, 6 millions de déplacés, une guerre intense au début des années 2000 où véritablement entre l'État et la guérilla c'était une guerre quasiment totale avec des exactions de part et d'autre. Euh, Finalement, le président colombien actuel, qui était l'ancien ministre de la Défense lors de cette période de guerre intense, a décidé d'amener les FARC ou les guérillas à la table de négociation. C'est un process qui a duré très 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 longtemps, donc ça a pris 4 ans pour négocier le meilleur compromis possible. Alors, sachant que ce meilleur compromis possible, bien sûr, certains trouvaient qu'il était peut-être un petit peu trop favorable aux FARC. Et le président, donc qui vient d'ailleurs de manière un petit peu ironique d'hériter du prix Nobel de la paix, euh, un peu tard malheureusement sans doute, a décidé, lui aussi dans le même péché d'orgueil que Cameron a pu avoir ici en Angleterre, de soumettre à l'avance le résultat de cette négociation à un référendum. Et ce qui s'est passé, ben, la même chose qu'en Angleterre, 37% de participation, donc une participation assez basse. Mais sur ces 37% de participation, ben 50,2% des gens, c'est 50 000 voix d'écart,
ont décidé que non, l'accord était trop favorable aux FARC et qu'il fallait donc reprendre de zéro. Alors voilà, maintenant on fait quoi en Colombie? On a posé la mauvaise question au mauvais moment, on a sous-estimé le fait que là encore l'émotion a pris le dessus sur toute raison. Personne n'a nié en Colombie qu'on était contre la paix. Mais par contre, ceux qui trouvaient que cette paix était un petit peu désavantageuse ou avantageuse pour les FARC ont de manière très très efficace utilisé les exactions, les émotions, 2 ou 3 cas de guérilleros qui seraient amnistiés pour finalement mettre l'accord à la poubelle. Alors c'est assez triste. On ne sait pas ce qui va se passer pour eux. C'est beaucoup plus sérieux que le Brexit. Le Brexit, à la limite, c'est qu'une histoire économique et le pays est suffisamment robuste pour pouvoir s'en sortir. La Colombie, c'est sans doute plus délicat. Alors, en conclusion, si je résumais un petit peu tout ça, alors oui, le peuple est le seul à avoir raison. C'est triste, mais bon, voilà, c'est le seul à pouvoir donner la raison. Il n'y a pas d'autre système alternatif, malheureusement. Le problème, c'est qu'il n'a pas toujours raison. Donc c'est là où il convient peut-être, et c'est là où les élus, ou les personnes qui ont été choisies par le peuple, qui sont donc légitimes pour donner une certaine action et direction, bah, elles utilisent ce pouvoir délégatif complètement, c'est-à-dire qu'elles le fassent dans une certaine cohérence, dans une certaine vision à court et à moyen terme, ou long terme, et peut-être même idéalement, et sans avoir constamment à revenir d'une manière un petit peu démagogique à ce concept d'hyper-démocratie qui en fait ne fonctionne pas, puisque bon, on n'y est pas encore prêt. L'éducation n'a pas encore fourni tous ses fruits. Voilà, donc c'était les quelques réflexions que je pouvais vous faire. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère me joindre peut-être très bientôt virtuellement à vos prochaines discussions. À bientôt.